Je vais vous parler de l'effet des stéréotypes de sexe sur la mobilité et les comportements à risque dans l'espace routier, de façon à passer d'une réflexion sur les différences de sexe à des réflexions sur les effets du genre, voire sur les inégalités qui sont dues à ce genre et à ces stéréotypes de sexe. Contrairement à Yannick, je ne vais pas présenter les résultats précis d'une étude en particulier, mais plutôt l'axe de recherche, des recherches que je mène et que j'ai menées avec des doctorants, des CDD, etc., sur plusieurs années. Le premier constat sur lequel il faut déjà qu'on se mette d'accord, c'est celui de l'accidentalité routière, puisque c'est de ce constat-là que je pars. Il faut savoir que dans le monde, sur 1,35 million de tués par an, à peu près, 73% des tués sont des hommes. Cette proportion des hommes dans les accidents de la route mortels, on les retrouve dans toutes les régions du monde, quel que soit le niveau de revenu des pays et dans tous les groupes d'âge. Ce n'est pas spécifique à une tranche d'âge en particulier. Et on trouve le même constat en Europe avec 76% des tués qui étaient des hommes en 2019. Cette proportion des hommes parmi les tués sur la route ne change pas, au moins depuis 10 ans, voire même beaucoup plus. Et on retrouve la même proportion à peu près dans tous les pays européens. Si on regarde au niveau de la France ce que ça donne, on a 80% des conducteurs tués sur la route qui sont des hommes, 9% chez les passagers, 12% chez les piétons. Les hommes représentent 82% des auteurs présumés d'accidents mortels et 91% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident mortel. Donc en proportion, forcément, ce qui reste, ce sont des femmes. Donc 18% des auteurs présumés d'accidents mortels sont des femmes. Ce qu'on constate aussi quand on regarde en fonction des modes de déplacement, c'est que cette différence dans la proportion des hommes et des femmes tués sur la route est valable pratiquement dans tous les modes de transport, y compris dans le mode piéton. Le seul endroit ou le seul mode pour lequel on trouve une équivalence entre les deux sexes, c'est le mode passager, ce qui fait dire que finalement, une grosse proportion des femmes qui sont tuées dans une automobile le sont en plus, non pas en tant que conductrice, mais en tant que passagère. La question qui se pose à partir de là, c'est de savoir d'où viennent ces différences. Alors, une explication classique est de dire que les hommes sont plus souvent tués sur la route parce qu'ils conduisent beaucoup plus que les femmes. C'était vrai dans les années 50, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, même s'il y a encore une faible différence d'exposition entre les deux sexes. Mais même si on rapporte l'exposition, la différence de sexe en fonction de cette exposition, on a toujours une proportion des hommes tués sur la route bien supérieure à celle des femmes. Donc l'exposition ne suffit pas à expliquer ça. Il faut aussi regarder du côté des comportements même des conducteurs sur la route. Cette différence-là, on la retrouve plus précisément en termes de prise de risque, notamment chez les hommes. Une méta-analyse montre que les hommes sont plus susceptibles de prendre des risques que les femmes, quel que soit le type de prise de risque. Les hommes perçoivent moins le risque, s'engagent plus fréquemment dans les accidents, dans les comportements à risque, sont plus sensibles aux gains et aux récompenses que les femmes. Et plus précisément dans la conduite, ils ont plus de comportements à risque au volant, ils prennent plus de risques pour le plaisir, plus d'accidents liés aux prises de risque, des risques qui sont moins perçus, des attitudes plus risquées, etc., un sentiment de sécurité plus élevé. Voilà, c'est un tableau général, mais tout va dans ce sens-là en termes de comportement à risque. Si on regarde par contre du côté des femmes, on a plus de comportements de conformité de la part des femmes, plus de motivation interne à se conformer aux règles routières, moins d'infractions déclarées et constatées, moins d'accidents dus aux infractions, moins de comportements transgressifs. Et cette différence-là, on la retrouve déjà chez l'enfant et chez l'adolescent. Ce qui va dans le sens de dire que la différence dans la fréquence d'infraction est la principale variable explicative de cette différence de sexe dans les accidents routiers. Donc, c'est la plus forte proportion d'hommes tués sur la route est principalement due à des comportements à risque et à des comportements d'infraction plus fréquents de la part des hommes. Le problème maintenant est de savoir d'où vient cette différence de sexe. Alors, on a des explications classiques qui ont été beaucoup données dans la littérature dans les années 70-80.
Premier type d'explication, c'est des explications biologiques qui sont liées au taux d'hormones des mâles et des femelles. Les mâles produiraient plus d'androgènes, notamment plus de testostérone. La testostérone, ça a été montré dans la littérature, amène plus de recherche de sensations, qui amène elle-même plus de prise de risque. On a aussi des explications évolutionnistes qui posent ces différences de sexe comme étant liées à la reproduction finalement humaine, qui est plus largement semblable à la reproduction de tous les mammifères. Le but des mâles est d'augmenter leur attractivité auprès des partenaires potentiels, tandis que le but des femelles est de protéger la descendance. Ces explications-là expliqueraient une agressivité plus importante et des prises de risque plus importantes de la part des mâles, la prise de risque servant de moyen de compétition entre les mâles et d'attraction des femelles. Alors, moi, évidemment, ce n'est pas trop dans ces explications-là que je me situe plus dans les explications psychosociales qui essaient d'expliquer ces différences entre sexes biologiques par des effets construits liés au genre. Alors, il y a trois choses à retenir par rapport à ça. C'est d'abord ce que sont les rôles et stéréotypes de sexe, c'est-à-dire des croyances sociales sur ce que signifie être un homme ou une femme dans une société. Le genre, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est les aspects construits des attentes sociales qui sont liées à ma catégorie de sexe d'appartenance, en fait. Il faut comprendre que le sexe est la première des trois catégories sociales qui sont construites chez l'enfant, avec tout ce qui est catégorisation liée à la couleur de peau et tout ce qui est catégorisation liée à l'âge. Et ces catégories-là, sociales, enfin en tout cas socialement construites, sont des formes de pensée rapidement accessibles et qui permettent de catégoriser les individus auxquels on est confronté. Ces attentes sociales et ces rôles et stéréotypes de sexe vont engendrer des socialisations différenciées, c'est-à-dire des comportements différents de la part des parents et de l'entourage en fonction du sexe avec lequel est étiqueté un individu dès sa naissance. Il a été montré que les garçons et les filles étaient traités différemment, que les comportements polis et nourriciers sont plus valorisés de la part des filles et les comportements aventurés et autonomes plus valorisés de la part des garçons, et que ces pratiques parentales différenciées contribuent à la différence de sexe dans la prise de risque et dans les accidents. Ce qu'il faut comprendre en plus, c'est que l'individu est libre finalement de se conformer ou pas à ses attentes sociales, qu'il ne se conforme pas à tous les stéréotypes relatifs à son sexe, et qu'il peut aussi adhérer à des stéréotypes qui sont liés à l'autre sexe. Donc, un individu étiqueté comme homme peut être masculin, mais aussi féminin, être plus féminin que masculin, et une femme plus masculine que féminine. Donc, l'objectif des études qu'on a menées, c'est de savoir si, finalement, ces différences de sexe dans les comportements à risque n'étaient pas liées à des effets de l'adhésion à ces stéréotypes masculins et féminins chez l'individu. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, la prise de risque est une attente sociale liée à la masculinité et les instruments qu'on utilise pour mesurer ça sont des instruments qui regardent comment un individu s'associe lui-même aux différents stéréotypes de sexe. Donc là, je vous ai mis un exemple d'échelle d'adhésion aux stéréotypes de sexe qui est utilisé en France assez classiquement. On a 18 items dans lesquels il y a des items masculins, c'est ceux qui sont en jaune, et des items féminins, ceux qui sont en orangé. L'objectif pour l'individu est de dire à quel point chacun de ces items est plutôt jamais vrai jusqu'à toujours vrai pour lui. Ce qui nous permet ensuite de calculer des scores de masculinité et de féminité. Et on va regarder l'effet de ces scores de masculinité et de féminité sur des comportements à risque déclarés par l'individu dans différents modes de transport. Donc, ce qu'on a pu montrer à partir de là, nous et puis d'autres chercheurs, hein, c'est que plus l'individu adhère aux stéréotypes masculins, plus il a tendance, dans le même temps,
a déclaré beaucoup de prises de risque. Ça a été montré dans le sport, dans la consommation de substances. Et puis nous, on l'a montré dans les comportements du jeune enfant, entre 3 et 5 ans, dans les comportements de conduite, dans les comportements piétons ou dans les comportements à moto. Dans le même temps, l'adhésion au stéréotype féminin a tendance à augmenter la recherche de conformité, conformité aux autres et conformité aux règles. Ça a été montré au travers d'observations dans les comportements piétons, sur les comportements des conducteurs et aussi chez l'adolescent, l'enfant et l'adulte dans les comportements piétons. Ce que je veux redire à propos de ça, c'est que ça ne montre pas un lien entre homme et prise de risque, mais un lien entre adhésion aux stéréotypes masculins et prise de risque. C'est-à-dire que ces relations-là, on les montre aussi bien chez les hommes que chez les femmes à partir du moment où il y a une forte adhésion aux stéréotypes masculins. Ce qu'on a montré aussi, c'est que l'adhésion à ces stéréotypes masculins et féminins prédisent mieux les comportements à risque que le sexe biologique lui-même. À partir de là, les questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que finalement les comportements concernant les comportements dans la conduite sont une expression de l'adhésion à ces stéréotypes généraux ou est-ce qu'il existe des stéréotypes directement associés à la conduite des hommes et des femmes? Donc pour cela, on est allé faire 2 études, une étude avec des collégiens de 10 à 16 ans et une étude avec un enfant plus large d'âge, de 12 à plus de 50 ans, au travers de la méthode d'association libre, où en gros la question était, si je vous dis homme au volant ou femme au volant, à quoi vous pensez? Ce qu'on a pu montrer au travers de ça, c'est que dès l'âge de 11 ans, la conduite est vue comme une compétence naturellement masculine. En fait, les hommes sont considérés comme naturellement compétents en conduite. La preuve de cette compétence étant le fait qu'ils peuvent prendre des risques. Tandis que la femme est vue comme naturellement incompétente à la conduite et sa prudence au volant est vue comme un signe de cette incompétence. En gros, l'homme est naturellement bon conducteur, c'est pour ça qu'il peut se permettre de prendre des risques. La femme est naturellement mauvaise conductrice, c'est pour ça qu'elle est obligée d'être prudente. Ce qui ressort de ça, c'est que la prise de risque n'est pas un signe d'incompétence, mais un signe de maîtrise. Donc c'est intéressant pour nous, pour comprendre la représentation même de la prise de risque. Tandis que la prudence et le respect des règles sont vus comme un manque de maîtrise et un signe du manque de maîtrise. Et c'est intéressant aussi quand on travaille sur la sécurité routière. Ce qui ressort aussi, c'est que l'homme est vu comme un prototype du conducteur dès l'âge de 11 ans et que la représentation de la femme au volant est de plus en plus négative à mesure qu'on s'approche de l'âge d'accès à la conduite. Donc ça peut avoir des répercussions, bien évidemment, sur ce qu'il se passe après, c'est-à-dire au moment de la formation à la conduite. On a voulu vérifier ça en utilisant un protocole qu'on appelle de paradigme des juges. On proposait aux individus des portraits de conducteurs qui s'estimaient plus ou moins compétents au volant, et puis on regardait à partir de là quelles inférences ils produisaient en termes de comportement à risque, de niveau de masculinité de l'individu qui était présenté et de sexe de l'individu qui était présenté. Ce qu'on a pu montrer, c'est que quelqu'un qui se présente comme ayant un fort sentiment de compétence amène à inférer un niveau élevé d'infraction. Donc, il y a un lien fort au niveau des croyances sociales entre sentiment de compétence et infraction au volant. Les hommes reliant beaucoup plus la compétence à l'infraction que les femmes. Ce qu'on a montré aussi, c'est qu'un individu qui est présenté comme fortement compétent amène les individus à inférer un fort niveau de masculinité, les hommes inférant plus de masculinité que les femmes. Et ce qu'on a montré aussi, c'est qu'un niveau de compétence élevé est plus attribué à un homme qu'un niveau faible, et que les hommes attribuent plus facilement ces niveaux de compétences élevés aux hommes que les femmes. L'ensemble de ça nous a permis d'interroger un constat qui est fait depuis plusieurs années, un certain nombre d'années, sur le permis de conduire et la réussite au permis de conduire, qui montre qu'on a un écart entre les hommes et les femmes de réussite au permis d'environ 10 points. Les hommes sont aussi nombreux que les femmes à se présenter au permis de conduire,
mais les hommes réussissent mieux l'examen pratique du permis de conduire que les femmes. Donc, on a mené une étude pour savoir si justement l'adhésion à ces croyances sur l'incompétence des femmes au volant et la compétence naturelle des hommes au volant avait un effet sur la réussite des hommes et des femmes et sur leur appréhension finalement de l'apprentissage. Ce qu'on a pu montrer dans ce projet, c'est que nos résultats confirment l'écart de réussite en fonction du sexe. Les femmes ont un nombre d'heures de leçons plus important que les hommes, ont moins d'attrait pour la conduite, ressentent plus de difficultés lors des leçons, présentent une plus forte anxiété au volant et une peur plus importante de l'accident et du regard d'autrui, tandis que les hommes, même avant le début des leçons de conduite, estiment leurs chances de réussir le permis plus élevées que les femmes. Ce qu'on a montré aussi, plus spécifiquement sur l'adhésion aux stéréotypes dont je parlais, c'est que cette adhésion augmente le sentiment de maîtrise chez les hommes, mais baisse le sentiment de maîtrise chez les femmes. C'est-à-dire que plus l'individu adhère à ce stéréotype, plus il va finalement s'y conformer au travers de son propre comportement et de son propre sentiment de maîtrise. Et ce qu'on a trouvé et qui là peut avoir des pistes d'action possibles, c'est que plus les femmes prennent de la distance par rapport à ces croyances, plus elles ont un taux de réussite qui se rapproche de celui des hommes. C'est-à-dire que plus les femmes croient à ce stéréotype, plus elles ont de difficultés à réussir leur permis. L'étape suivante, c'est de regarder ce qui se passe au moment même de l'examen pratique, notamment au travers des effets de menace de stéréotypes. Et ça, c'est la thèse de Céline Dantella, dont elle vous parlera tout à l'heure. Donc, en gros, si je résume en espérant ne pas avoir été trop longue, il y a un double facteur de risque du côté du sexe mâle. D'abord, un facteur de risque biologique au travers des effets des hormones et de ces compétitions entre mâles et malheureusement d'attraction, d'attirance chez les femelles pour la prise de risque des mâles. Mais il y a aussi un facteur de risque lié à ces constructions sociales, des croyances sociales qui sont encore fortes sur le fait que la prise de risque est encore un stéréotype masculin, tandis que la conformité aux adultes, aux règles, etc., est encore un stéréotype féminin, et la conduite est un stéréotype masculin, ce qui fait que finalement, prendre des risques au volant, donc prendre des risques étant masculin dans une activité masculine, est finalement un moyen facile, peu coûteux, facile, et demandant pas de compétences particulières. Bref, c'est un moyen facile pour les hommes de prouver qu'ils sont des hommes. Et là est tout le problème vis-à-vis des recherches qu'on mène et des questions qu'on a à traiter. Pour dire deux mots des travaux en cours, maintenant ce qu'on regarde, c'est comment les rôles de genre qui sont construits culturellement permettent d'expliquer les différences de sexe dans les comportements à risque en comparant différents contextes culturels entre eux. On regarde aussi si ces stéréotypes de sexe associés à la conduite existent et est-ce que leur contenu varie en fonction de contexte culturel. Et puis on regarde plus généralement le rapport au risque et aux règles, l'effet de la masculinité par exemple du métier sur le rapport au risque. On a une étude en ce moment sur les sapeurs-pompiers. Et puis, on élargit la perspective pour ne plus rester sur une approche par masculinité, féminité, mais par ce qui fonde finalement ces stéréotypes-là en termes de compétition, de domination, d'individualisme, de sentiment de vulnérabilité, et comment finalement c'est par ces concepts-là et ces construits-là qu'on peut expliquer ces différences entre les deux sexes. Ben, je crois que j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, Marie-Axelle, pour cette présentation. Alors, j'essaie de... oui, si on se retrouve un peu plus. On va te laisser faire les... Alors, j'essaie de retrouver comment on sort le... Il faut que tu arrêtes un rouge en haut, normalement, c'est ça? Ah oui, voilà, ça y est, merci. Si j'ai trouvé. Donc... ça n'a pas été trop longue. Non, écoute, en tout cas... c'était tout à fait intéressant. Il y aura certainement d'autres questions. Mais bon, ce que tu mets en évidence, donc, c'est tu mets très bien en évidence
l'articulation entre le sexe d'une part, le stéréotype et l'adhésion au stéréotype d'autre part. Je crois que c'est très intéressant et ça permet de s'approprier pour peut-être celles et ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers avec aussi ces questions du genre, de stéréotypes de genre. C'est assez parlant, je trouve, c'est très pédagogique. Je me demandais aussi, bon, ce qui est très paradoxal dans ce que tu dis, c'est que par exemple pour la réussite au permis de conduire et pour la sécurité routière en général, mais la réussite au permis, enfin le permis de conduire, c'est apprendre et respecter un certain nombre de règles. Donc l'intériorisation des règles, la conformité aux règles devrait être voilà, l'objectif. Enfin, et en tout cas, on comprend bien que les représentations jouent à un certain niveau dans la confiance. Enfin, vous avez bien expliqué ça. Et je me dis aussi, est-ce qu'on a mesuré si ça joue sur la représentation des examinateurs, des examinatrices, sur ce que c'est qu'un bon conducteur ou une bonne conductrice? C'est-à-dire qu'au moment où tu passes le permis, on vérifie que tu respectes les règles. Ça, c'est sûr. Si tu prends un sens interdit, tu n'as aucune chance d'avoir ton permis de conduire. Mais il y a aussi, on regarde aussi une espèce de confiance dans l'insertion dans le trafic. On dit par exemple, enfin bon, le rapport avec le véhicule, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui joue aussi dans un moment où on devrait peut-être, où on a l'impression qu'on n'évalue que le respect des règles? Oui, je pense que enfin, toute la question est là, c'est-à-dire que on est d'accord toutes les deux sur le fait qu'un bon conducteur, c'est quelqu'un qui respecte les règles. On voit déjà que dans la représentation telle qu'on l'a mesurée au travers de hommes et femmes au volant, finalement, un bon conducteur, c'est pas quelqu'un qui respecte les règles, c'est quelqu'un qui maîtrise son véhicule. Donc on est déjà dans une autre représentation. Et ce qu'on constate au permis, c'est que ce soit même si les moniteurs insistent sur ce respect des règles, c'est pas le seul élément et c'est loin d'être le seul élément. Et c'est vraiment la maîtrise de son véhicule, la maîtrise de compétences techniques, psychomotrices, etc., qui est aussi extrêmement importante au moment de la formation. Et comme je disais, finalement, un bon conducteur, c'est quelqu'un qui maîtrise son véhicule. C'est la représentation qu'en ont déjà les enfants au collège. Et c'est avec cette représentation-là qu'ils arrivent au moment de l'apprentissage à la conduite, avec l'idée qu'un bon conducteur, c'est quelqu'un qui maîtrise son véhicule, et pas quelqu'un qui respecte les règles. Le respect des règles est finalement vu comme un pis-aller pour les gens qui ne contrôlent pas bien leur véhicule. Donc l'accent dans la représentation des individus, et même quand on regarde les compétences qui sont évaluées au moment du permis, l'accent est beaucoup mis sur la maîtrise du véhicule, la maîtrise de la situation, la capacité à prendre des informations dans le trafic, etc. Même si les moniteurs disent que cette compétence-là est plus facile à expliquer aux femmes qu'aux hommes parce qu'elles sont trop prudentes et parce qu'elles ont peur de la situation, ça n'empêche que tout ce qui concerne la maîtrise du véhicule a énormément d'importance au moment de l'évaluation du permis, et elle en a déjà dans la tête des individus au moment où ils arrivent à cette formation-là. Et donc, c'est parce que cette maîtrise du véhicule est vécue comme naturelle pour les hommes, entre parenthèses, il y a des études qui ont montré que dès l'âge de 2 ans, dès l'âge de 2-3 ans, tous les jouets à roues sont identifiés par les enfants comme étant des jouets masculins. Donc, cette relation entre le masculin et les jouets avec des roues, tous ces camions, voitures, etc., se fait très, très tôt dans l'enfance. Donc ça, je ferme ma parenthèse. Mais voilà, le fait que la maîtrise du véhicule est vécue comme un élément important de ce qui définit un bon conducteur affecte la façon dont les femmes appréhendent cette formation dès le départ. Et ça reste dans la tête aussi des moniteurs et des inspecteurs. Mais sur les inspecteurs, Céline vous en parlera plus longuement que moi. C'est son sujet d'étude.
D'accord, merci. Alors, il y a une question de Claire Delahaye et après une de Marguerite Andrieux. Donc, Claire, peut-être. Donc, Claire, qui est la co-référente, je n'ai pas présenté au début, Oui. voilà, co-référente de l'émission Égalité. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci tout d'abord pour ces deux premières présentations qui étaient vraiment très, très intéressantes et très, très pertinentes par rapport à nos centres d'intérêt. Donc, j'avais quelques questions sur votre présentation, Marie-Axelle. Alors, je reviens sur ce que vous venez d'évoquer sur les jouets à roues très appréciés des petits garçons dès leur plus jeune âge. Et justement, je me disais que bien plus, enfin, je ne sais pas si on pourrait dire que bien plus qu'une conformité à un stéréotype de la masculinité, je me suis demandé si la conduite n'était pas constitutive de la masculinité. Pour aller peut-être un petit peu plus loin, est-ce qu'on pourrait éventuellement voir les choses comme ça? La deuxième chose que je voulais vous demander, c'était est-ce que vous avez observé des différences entre les moyens de transport et le type de véhicule dans les conduites à risque et des différences hommes-femmes? Est-ce que par exemple ça peut être le cas pour les vélos, pour la moto? Est-ce que prendre en compte ces différents types de véhicules, mais aussi jusqu'aux voitures, parce que là, encore une fois, il y a des stéréotypes de genre sur le type de voiture que l'on conduit et qui peut avoir un impact sur d'éventuelles conduites à risque et puis aussi d'issues fatales lors d'accidents. Et la troisième question que je me posais, c'était sur la définition du risque. Et ma question vient en fait d'une remarque que j'avais pu lire de féministes qui expliquait que la définition même de risque pouvait être aussi teintée par des représentations genrées et la personne en question parlait par exemple du fait de donner naissance, qui est une prise de risque voilà, que les femmes, enfin, un risque que les femmes prennent au cours de leur vie ou pas. Mais bon, je m'interrogeais aussi sur cette question-là. Donc, voilà, je vous remercie. Eh bien, ça en fait des questions. Alors, oui, désolée. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, hein. Désolée. Oh non, mais déjà, je disais pas que les jouets à roues étaient très appréciés des petits garçons. Je disais que les garçons comme les filles, dès l'âge de 2-3 ans, identifient les jouets à roues comme étant des jouets masculins. C'est-à-dire que c'est pire que ça. C'est pas juste que les garçons jouent plus avec des voitures que les filles. C'est que même les filles identifient que les voitures sont un objet masculin. Et que quand on regarde, par exemple, le sentiment de vulnérabilité ou d'invulnérabilité, les garçons et les filles sont très tôt d'accord pour dire que les filles sont plus vulnérables que les garçons. Donc, il y a des choses qui sont acquises très tôt dans la vie, ce qui veut dire aussi que c'est très tôt dans la vie qu'il faut arriver à déconstruire finalement ce genre de choses-là. Ensuite, sur est-ce que la conduite est constitutive de la masculinité ? Ça dépend de ce qu'on appelle de ce qu'on veut dire par constitutif de la masculinité, tel que j'essaie d'expliquer. La conduite, dès le démarrage, dès le début de l'invention de l'automobile, fait l'objet de stéréotypes dénigrant les femmes, parce que ces stéréotypes permettaient de justifier que la voiture n'était pas faite pour les femmes et que les femmes devaient rester à la maison et surtout pas trouver ce moyen-là pour s'éloigner du foyer. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que ces stéréotypes-là ne sont pas arrivés à la naissance même du véhicule, mais à partir du moment où le véhicule s'est démocratisé, quand c'était juste quelques femmes de la haute bourgeoisie qui faisaient des pointes de vitesse à 20 km/h, ça ne gênait personne. Par contre, quand la conduite a pu être accessible à des femmes de n'importe quel milieu, enfin entre guillemets, n'importe quel milieu, il fallait quand même pouvoir s'acheter une voiture. Là, on a commencé à avoir des stéréotypes qui disaient que les femmes n'en étaient pas capables, que c'était trop salissant, que de toute façon, ça supposait de prendre des décisions très rapides et qu'elles n'étaient pas faites pour ça, etc., etc. Donc, c'est pas que la voiture est constitutive de la masculinité. La voiture n'est pas arrivée en même temps que la masculinité. Par contre, elle porte en elle, la conduite et le véhicule portent en elle tout un tas de stéréotypes qui sont par ailleurs des stéréotypes très masculins. La prise de risque, tout ce qui est technique, mécanique, etc., la vitesse, le fait de pouvoir dépasser la compétition, etc., etc.
Donc, je dirais plus comme ça. Ça porte en soi énormément de traits qui relèvent du masculin. Et comme je le disais, c'est un moyen, enfin, comme le disait une sociologue américaine, finalement, prendre des risques au volant, ça ne demande pas de compétences physiques particulières, ça ne demande pas une intelligence particulière, ça ne demande pas des moyens financiers particuliers. Bref, c'est le moyen le plus pratique pour un homme de prouver qu'il est un homme, en prenant des risques au volant. Donc, dans ce sens-là, on peut être d'accord. Sur les différences en fonction des moyens de transport et des types de véhicules, les résultats que j'ai montrés, on a essayé de reproduire ces études-là sur différents modes de déplacement pour regarder si effectivement c'était lié au mode de déplacement. Toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si on ne regarde pas les différences de mobilité et d'usage des modes en fonction des sexes, on retrouve les mêmes relations entre masculinité et prise de risque dans tous les modes et à tous les âges. On l'a montré chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte, on l'a montré chez le piéton, on l'a montré chez le cycliste, on l'a montré chez le cycliste enfant, on l'a montré chez les automobilistes, jeunes et plus âgés, et on l'a montré chez les conducteurs de moto aussi, ça c'est la thèse de Cécile Coquelet. Par contre, effectivement, ça n'empêche pas qu'il y a des fortes différences en termes de mobilité. Les femmes sont beaucoup plus piétonnes que les hommes. Les cyclistes, pour l'instant encore, c'est surtout un mode de déplacement masculin. Et ne parlons pas des neuromotorisés qui sont là un mode extrêmement masculin. Et sur la définition du risque, la définition du risque qu'on utilise nous dans les études, c'est le fait de s'engager dans un comportement dont on ne connaît pas l'issue, c'est-à-dire on ne sait pas si ça va bien se passer ou pas, parce qu'on pense avoir les compétences pour s'en sortir. Donc, à partir de là, oui, on peut considérer que donner naissance est aussi une prise de risque, mais on est dans un rapport au risque et dans un empant temporel de risque qui n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que, par exemple, vivre est une prise de risque aussi. Enfin, voilà. Là, on est sur des comportements à risque beaucoup plus contextualisés et temporellement conscrits, en fait. C'est en gros le fait de faire une pointe de vitesse, un excès de vitesse. Ça peut être une prise de risque parce qu'on peut avoir un accident, mais on s'y engage en toute connaissance de cause. On sait que c'est dangereux. C'est ça qui détermine la prise de risque. On sait ce que c'est dangereux, mais on y va quand même parce qu'on pense pouvoir s'en sortir. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des questions. On n'entend pas, Caroline. Oui, pardon, je disais peut-être rapidement la question de Marguerite Andrieux, si vous pouvez avoir un échange pas trop long. Ce sera rapide. Moi, c'était juste par rapport à l'idée de la déconstruction ou de la construction individuelle par rapport aux stéréotypes majorés par rapport à la conduite, en fait. C'est demander juste si vous aviez des chiffres sur l'adhésion ou non aux stéréotypes genrés masculins et féminins et si vous aviez découvert une incidence sur les accidents mortels des personnes qui étaient déconstruites ou non par rapport à ces stéréotypes. Est-ce que c'est clair ? Qu'est-ce que vous appelez construction-déconstruction ? C'est l'idée de construction individuelle avec l'adhésion aux stéréotypes de genre, comme vous disiez, avec l'idée de tendresse, de douceur, etc. Est-ce que les personnes, par exemple, les femmes qui adhèrent plus aux stéréotypes masculins par rapport à la conduite, ont vraiment plus d'incidents que les femmes qui se considèrent féminines en termes de conduite? D'accord. Alors, tout ce qu'on a pu faire, nous, comme études, c'est des études sur les comportements déclarés. Ce qu'on a montré, c'est que les femmes qui adhèrent fortement aux stéréotypes masculins déclarent plus de comportements à risque que les femmes qui adhèrent peu au comportement masculin. Par contre, on n'a pas pu, évidemment, j'allais dire, regarder l'effet de ces adhésions-là sur les accidents au niveau statistique, sur les accidents graves, mortels, etc. Par contre, on a un certain nombre d'études qui montrent une relation significative entre les comportements déclarés et les risques réels. D'accord. Donc, comme on ne peut pas le faire sur les comportements déclarés, j'allais dire cyniquement, forcément, sur des accidents mortels, c'est difficile de mesurer leur adhésion aux stéréotypes. On n'a pas non plus d'études rétrospectives où on irait interroger des gens qui ont des accidents, etc. La plupart du temps, on demande s'ils ont vécu des accidents, mais souvent, c'est très difficile à utiliser parce qu'il y a très peu d'accidents, heureusement, quelque part.
Donc, on préfère, et c'est beaucoup plus simple en fait, hein, très honnêtement, de travailler sur les comportements déclarés et pour travailler sur ces aspects-là. Merci. Donc, on suppose que parce qu'on trouve un effet sur les accidents, sur les comportements déclarés, on est quelque part en mesure de dire que ça va être pareil sur les accidents réels. D'accord.